Et coucou YouTube, on se retrouve, ça y est, enfin pour une nouvelle vidéo depuis un mois. Il n'y avait pas eu de vidéo, c'est normal, j'étais en vacances, j'ai quasiment pas fait de live, et les rares lives que j'ai fait, c'était pas des trucs à enregistrer, donc ouais, ça fait peut-être plus d'un mois, je sais plus. Bref, mais il était temps que je m'occupe des sorties littéraires, puisque le mois d'août est déjà entamé. Alors, fort heureusement, comme je disais, la première sortie, c'est le 16 août. En fait, voilà, c'est la rentrée littéraire. Avant, il n'y a rien, on va pas se mentir. Donc, je suis à la bourre sans être à la bourre, ça va. Et comme d'hab, je suis avec les copines dans le chat. Voilà, je suis en live. Et voilà, on va commencer directement parce que c'est un gros morceau. Coucou Sophie, c'est un gros morceau ce soir puisqu'il n'y a pas moins de, il y a pas moins de 37 sorties. Voilà, oui, j'étais obligée, enfin j'étais obligée, on m'oblige à rien, mais voilà, le timing était trop serré pour que je fasse deux lives différents, un pour les poches, un pour les grands formats. Après, en vrai, je pense qu'un live poche, il n'y aurait pas eu énormément de choses non plus. C'était vraiment surtout des sorties grand format. Et honnêtement, putain, ça a été très dur. Ça a été très dur de faire une sélection parce que en tout, il devait y avoir, j'avais dû sélectionner peut-être une dizaine, douzaine de poches. Là, je crois qu'il y en a, c'est marqué, il n'y en a que 7 finalement. Mais j'avais sélectionné une cinquantaine presque. Ah, remarque, ouais, non, peut-être un peu moins, une quarantaine en tout cas, de romans grand format. Voilà, parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses, il y avait trop de trucs bien, et voilà. Donc j'ai réduit autant que j'ai pu. Donc encore une fois, hein, toujours pareil, petit disclaimer entre guillemets, ce sont mes goûts. Il n'y aura pas forcément les sorties, enfin toutes les sorties que tout le monde attend, machin, voilà, il n'y aura pas forcément ça. Il n'y aura pas forcément des auteurs qui reviennent à chaque rentrée littéraire. Euh, il y en a au moins une, mais parce que voilà. Mais sinon, voilà, il n'y aura pas forcément tout ça. C'est vraiment, je me suis vraiment basée sur les auteurs, autrices que j'aime, les synopsis qui me font envie. Et voilà, tout simplement. Donc, bon, évidemment, c'est dominé par le contemporain. Hein, c'est sorti, c'est normal, c'est la rentrée littéraire. Je crois même pas l'avoir mis, le Jérémy Fell. Je suis plus très sûre, mais je crois que je l'avais présélectionné, mais il y avait tellement de choses. Peut-être que c'est le retour de Seth qui m'a fait dire que bon, c'était peut-être pas si bien que ça, je sais pas. Je suis même pas sûre de l'avoir mis, hein, donc désolé, mais désolé s'il n'y a pas Jérémy Fell. Euh, Mais voilà, 17 contemporains et puis le reste un peu de tout, mais beaucoup moins. Voilà, et très peu de graphiques. Très peu de graphiques. Voilà, les graphiques se prêtent pas trop à la rentrée littéraire, enfin, ou inversement, disons. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose au niveau graphique, j'en suis désolée. Ok, Viviane. Adak Malo. Ouais, ben, moi aussi j'ai vraiment trié, honnêtement. Parce que je crois qu'ils me hype quasiment tous là. Ah oui. Ouais, et en plus, oui, alors justement, fais bien de le dire, je ne mets pas de tomes autres que des tomes un. Donc les suites, parce que moi aussi, il y a des suites là qui vont sortir que j'attends impatiemment, mais ça y sera pas. Voilà. Allez, j'attaque si je trouve mon. Voilà. Et donc, on commence avec une petite ou pas d'ailleurs, je sais pas, parce qu'il n'y a pas le nombre de pages. Un roman, une saga de fantasy taïwanaise. Ah oui, alors maintenant j'ai mis, puisque vous savez que j'ai enlevé tous les mots-clés et tout ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets juste le genre et le pays. Parce que, ouais, je sais pas si j'ai pas fait focus là-dessus, mais en fait, ouais, sur 37 romans, il y a quand même 18 pays différents représentés. Donc c'est bien, ça fait pas mal de diversité, je trouve.
Donc, l'art de la prophétie, le tome 1 de la saga L'art de la guerre de Wesley Chu. Je sais pas du tout, j'ai cherché, je sais pas du tout combien de tomes il y aura au final. Moi, vous savez que tout ce qui est fantasy asiatique, j'aime beaucoup. Donc là, en fait, on va suivre, je sais plus qui. Il va y avoir une prophétie. Oui, c'est Jian. On va suivre Jian, c'est ça. Jian, qui a été élevé dans le luxe depuis le jour de sa naissance, voilà, déjà vénéré parce il est de haute naissance, déjà vénéré tout jeune, alors qu'il n'a pas encore fait ses preuves de quoi que ce soit. Il y a une prophétie, voilà, tout le monde, donc forcément tout le monde désigne Jian, voilà, une prophétie euh, qui va présenter un élu en gros, un élu qui sauvera le royaume. Donc tout le monde va se tourner vers le jeune Jian. Sauf que il semblerait que la prophétie soit erronée. Voilà, donc comment, pourquoi, on ne sait pas. On sait juste que voilà, on va suivre des femmes, c'est bien, on va suivre des femmes. Taishi qui est une vieille femme, la plus illustre grande maîtresse des arts martiaux magiques de tout le royaume. Et Sally, qui est une guerrière, euh, qui a voué sa vie à son seigneur, mais ce seigneur a disparu. Et on va suivre aussi Kisami, qui est aussi une femme, qui est une assassine, je sais pas comment on peut dire, qui prend peut-être un peu trop de plaisir dans l'exercice de son métier. Voilà, donc on va suivre toutes ces femmes autour du petit Jian, dont on ne sait pas finalement quel est l'avenir, quel est le destin. Ça a l'air vachement cool. Ouais, l'auteur est taïwanais. Il est assez BG d'ailleurs. Voilà, donc ça a l'air vachement cool. J'aime pas l'idée de pas savoir combien de tomes il y a parce que j'aime pas trop m'engager dans des sagas qui vont durer 15 ans. Donc je pense que je vais attendre un petit peu avant, mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette idée. Voilà pour ça. Pour celui-ci, j'essaye de pas rester trop longtemps hein, sur les... Parce que voilà, 37 ça fait un peu beaucoup. Ça, j'ai oublié de préciser que ça sortirait chez Bragelonne le 16 août. Voilà, bah, la première vague de sortie, c'est le 16 août. Hein. Par contre, le prix il pique un peu. Hein. Donc j'espère que c'est parce que c'est un gros pavé. Parce que, à moins que ça soit un relié, mais c'était pas marqué, c'est pas marqué relié, hein, c'est marqué broché. Donc je pense pas que ce soit un hardback. Toujours le 16 août sortira Autant des damnés et des bénis d'Ayobami Adebayo, qui est une autrice que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai dans ma palle, notamment avec le Reste avec moi, son plus connu, il me semble, que je n'ai toujours pas lu. Mais celui-ci me faisait pas mal envie, pour le coup. Donc là, ça se passe au Nigeria. On va suivre Eniola, qui a 16 ans, qui ressemble déjà à un homme. Depuis que son père a perdu son emploi, il tente de subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, en fait, il va travailler pour l'atelier de couture local, notamment, mais il va aussi mendier. Bref, voilà, il fait son possible pour arriver à gagner sa vie. Et on va suivre en parallèle Wuraola, je suis pas sûre de la prononciation, mais Wuraola, qui est une fille d'une famille riche, qui elle donc a grandi dans une sphère privilégiée. Alors elle a 28 ans, elle est médecin. Et elle a pour but d'épouser le fils d'un politicien qui est en pleine ascension. Donc donc Eniola et Wuraola, ont des vies diamétralement opposées. Mais un jour, des violences vont éclater à travers le pays, donc le Nigeria, je rappelle. Et à ce moment-là, donc, les vies de Eniola et de Wuraola vont se télescoper. On ne sait pas comment.
C'est un peu défini comme un genre de conte moderne, apparemment. Donc voilà, et puis bien évidemment sur un peu le fossé, la lutte des classes, le fossé entre les riches et les pauvres, etc. Donc ça peut être intéressant. Je rame un peu, j'espère que c'est pas... Pourtant j'avais fait le ménage, donc j'espère qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi je rame, ça m'énerve. Bref, j'espère que vous ça va en tout cas, ça rame pas trop. Alors ouais, c'était bien, reste avec moi. Ouais, je l'ai pas lu, moi je l'ai dans ma palle depuis super longtemps, je l'ai toujours pas lu. Donc si je te fais confiance, tu me dis qu'il est bien. Ok, ok. Donc voilà, il a l'air vachement bien. Moi j'aime bien tout ce qui est lutte des classes et tout ça. Là, ça m'intéresse grandement. Et en plus au Nigeria. Donc ça peut être pas mal du tout. Donc ça sortira chez Charleston. Vous aurez reconnu leur charte graphique. Ensuite, on passe au 17 août. Ouais, il y avait beaucoup de sorties le 16 août, mais au final, j'en ai sélectionné que 2. Le 17 août, il y en a quelques-unes aussi. Et donc, un petit thriller, Le chant des innocents de Pier Giorgio Puglisi. Alors, forcément, maintenant que je suis allée en Sardaigne, je vais avoir hâte de me replonger dans la saga. Alors, j'avais dit oui, pas de tome 2, pas de tome 3, tout ça, machin. Alors, c'est pas tout à fait un tome 3. C'est un peu un tome 3, mais pas trop, parce qu'en fait, on va plus être avec... C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un choix. On va plus être avec les enquêtrices Eva et Mara. C'est Mara, je crois. J'ai un doute. On va plus être avec ces enquêtrices, on va être avec Strega. Alors, son prénom, je crois que c'était Victor. Strega qui est un autre policier qui lui n'est pas sarde. Je ne sais plus d'où il vient lui. Je me souviens plus. Parce que Eva elle vient de Milan. Mara elle est sarde et lui je sais plus. Bref, voilà. Mais très intéressant aussi son parcours à lui. Donc là ça va se focaliser sur lui. Il était dans le tome 2. L'illusion du mal, et donc là ce tome va tourner autour de lui. Voilà, il va être le héros de ce pseudo troisième tome, on va dire. Donc je l'ai mis quand même parce que je pense que là pour le coup ça peut se lire indépendamment. Donc dans cette histoire, vous savez que j'ai même pas lu le synopsis de celui-là. C'est un truc de fou. Parce que je l'ai mis direct parce que voilà, je n'ai pas lu le synopsis. Donc je le découvre en même temps que vous. C'est ouf. Donc en fait, on a une scène de crime. Alors la victime, on ne sait pas qui c'est, mais la victime a pris 85 coups de couteau. Et la tueuse, c'est une jeune fille de 13 ans. Voilà, elle est restée... alors que les flics arrivent sur la scène de crime, donc ils trouvent la meurtrière qui est plantée là, avec le poignard encore levé et un sourire diabolique sur les lèvres. Et il se trouve... Franchement... Si, en fait, je l'avais déjà lu le synopsis, mais du coup, je le redécouvre, mais c'est un truc de fou. Il se trouve qu'il va y avoir d'autres crimes violents perpétrés par des jeunes collégiens. Voilà. Et donc, on va suivre. Alors, c'est bien, il y a quand même une femme qui est l'inspectrice Teresa Brusca qui va demander donc au commissaire Strega d'enquêter avec elle. Donc c'est cool, on va quand même avoir un duo avec une femme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais Strega est un homme noir. Et en Italie, c'est pas très très commun dans ce genre de poste, on va pas se mentir. Donc c'est intéressant que Pier Giorgio Puglisi ait mis ça en avant. Voilà, et donc on va suivre cette enquête. Ah, Vito. Pourquoi je disais Victor? Ouais, je me disais parce que je pensais à Victor, je me disais Victor, ça fait pas italien, donc mais c'est un truc qui ressemblait, c'est Vito, son prénom. Voilà. Voilà, ça a l'air trop bien. Ah, pub. Ah ouais. Maintenant, je sais quand il y a des pubs sur le...
Donc voilà, j'étais obligée de le mettre. Alors, je précise aussi, à toute fin utile, que le tome 2, L'illusion du mal, sortira également le même jour en poche. Voilà, je ne l'ai pas mis parce que là, pour le coup, c'est un vrai tome 2 et que bon, voilà, je ne pouvais pas tout mettre. Mais sachez que voilà, donc chez Totem sortira le tome 2 de la saga Eva et Mara. Donc, L'illusion du mal. Ouais, il a l'air trop cool. Il a l'air trop bien celui-là. Voilà pour celui-ci. Et toujours aussi cher, mais bon. Alors, celui-là, j'étais un peu obligée. Oui, j'étais un peu obligée de le mettre. Effectivement, voilà, c'est sur le roman dont tout le monde parle, là, de cette rentrée littéraire. Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin. Zevin. Je sais même pas de... Ouais, si, elle est américaine. Donc, je sais pas comment prononcer ça. Ouais, la pub va bientôt s'arrêter. La pub va bientôt s'arrêter. Donc, il sortira le 17 août chez Fleuve. Ouais, c'est vrai qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler de celui-ci. J'avoue que je le vois. Ça y est, la pub est terminée. J'avoue que je le vois un peu partout. Mais je sais pas. En même temps, c'est vrai que c'est intriguant. Alors moi, en plus, j'adore la couverture. Bon, évidemment, la grande vague de Kanagawa, d'Okusai, en gros plan. Voilà, s'il y a la grande vague de Kanagawa, c'était forcément pour moi. Mais bon. Et puis j'aime bien ouais, la police d'écriture, comme ça, c'est sympa. Donc le livre phénomène aux États-Unis déjà apparemment, voilà, le roman événement de la rentrée littéraire, on est comme ça. L'un des meilleurs livres de l'année selon le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, Publishers Weekly et Bookpage, rien que ça, voilà, bon bah putain. Mais du coup c'est vrai que c'est embêtant parce que ça hype trop en fait. Et là, ouais, d'accord, ok, ça ne peut être que génial et c'est comme ça qu'on est déçu souvent. Donc bon. Mais après, je sais pas. Je fais quand même confiance au New York Times, au Washington Post, je sais pas. Bon, on va voir. Donc pour la petite histoire, on est un après-midi de décembre. On va suivre Sam et Sadie qui sont sur le quai du métro. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans. Mais ils n'ont pas oublié leur première rencontre qui était à l'hôpital parce que Sam se remettait d'un accident et Sadie venait voir sa sœur malade. Et tous les deux, en fait, sont passionnés de jeux vidéo et donc voilà, ils ont fait connaissance comme ça. Maintenant, ils sont étudiants et tous les deux vont inventer un univers virtuel. C'est un jeu qui s'appelle Ichigo. Ça va tout de suite être un carton, en faire un carton en fait. Ils vont devenir, donc Sam et Sadie vont devenir des stars alors qu'ils n'ont même pas 25 ans. Ils deviennent riches et célèbres, mais le problème c'est qu'ils vont se laisser un peu trop avoir par leur ambition démesurée et la jalousie qui va commencer à naître entre eux. Alors la jalousie de quoi, on ne sait pas, ou peut-être la jalousie des autres sur eux, je ne sais pas. Mais voilà, on nous dit que ça interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et notre besoin désespéré d'aimer, d'être aimé. Donc c'est vraiment un roman un peu social finalement. C'est extrêmement intéressant. Moi j'avoue que je suis assez étonnée parce que mine de rien, les thématiques sont pas extraordinaires. T'inquiète, Malo. Ah, c'est vrai, Pauline, c'est quoi que t'avais lu de cette autrice? Je connais pas du tout, moi, c'est la première fois que je vois son nom. Voilà, donc les thématiques sont pas extraordinaires et en même temps, tout le monde dit que c'est génial. Du coup, bah ouais, ça m'interroge. Qu'est-ce qui peut être aussi génial dedans? Mais j'avoue que moi, il y a moyen que je me laisse tenter. On verra, j'attendrai peut-être un peu les retours, mais quand même. La librairie de Lille. Ok, 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 je connais pas du tout. Mais si t'as aimé, je te fais confiance. Donc voilà pour celui-ci.
qui sortira le 17 août. Et ben ouais, bon, celui-là j'ai hâte. Franchement j'ai hâte. En vrai, moi il me hype. Je me fais avoir peut-être, mais il me hype. Ensuite, ah putain, je rame. Ah, voilà. Donc toujours le 17 août et cette fois c'est un roman poche qui sortira chez Gallimard Jeunesse. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Jo Whittaker. Alors, j'ai toujours pas lu du Jo Whittaker, alors c'est une autrice, hein, je précise. Il me semble qu'elle est montpelliéraine, ou en tout cas pas très loin, parce qu'elle est là déjà à toutes les comédies du livre. Je ne l'ai jamais rencontrée, je l'ai jamais lu. Mais celui-là, je l'ai vu passer, je l'avais vu passer à sa sortie grand format sur Instagram. Et ça m'avait fait pas mal, ça m'avait pas mal donné envie par rapport aux thématiques. Puisque donc on va suivre Effie, qui a 14 ans. C'est les vacances scolaires, voilà, c'est son dernier jour de collège, elle rentre chez elle, c'est les vacances, elle regagne son village. En plus, elle a un bulletin de notes exemplaire, bref, tout va bien. Le truc, c'est que sa famille se fiche pas mal de ses notes et de son âge, puisque sa famille va vouloir la marier. Et donc, voilà, en fait, c'est de la thématique du mariage forcé, du mariage arrangé, etc. Et donc, on va suivre cette jeune Effie dans l'enfer du mariage forcé. Voilà. Donc, ça se passe, alors on nous dit que ça se passe au 20... Ah non, si, non, j'ai rien dit, pardon. J'avais mal lu. J'avais lu 20e siècle, mais non, c'est 21e siècle. Donc, c'est bien vraiment de nos jours, quoi. Voilà, donc et j'avais vu de très bons retours sur celui-ci. Donc j'ai envie de le découvrir. Ah, tu l'avais lu, Mélanie? Ok. Ouais, je doute pas qu'il soit très fort, ouais. Et du coup, ça me permettrait de découvrir enfin Jo Whittaker, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il faudrait que je la découvre. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de couverture là. Il y a le paysage incrusté dans la silhouette. J'aime bien. C'est très beau. Voilà, et donc il est très court, hein, 128 pages. Il est très court, mais il est très pas cher aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle par contre. Ah ouais, c'est vrai, t'adores Jo Whittaker. Ah putain, il faut que je me mette à lire. En plus, elle est là tout le temps, la comédie du livre, hein, s'il serait temps, quoi. Allez, la suite. Alors celui-là, je l'ai pas mal vu passer aussi. Méduse de Martine Desjardins. Toujours le 17 août, donc ce sera chez La Talente. Et on est sur du roman québécois. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors je sais pas si c'est du young adulte ou pas. Le prix me fait dire que oui, mais je ne sais pas. Donc en fait, on va suivre une jeune fille. Ouais, c'est ça, une adolescente. Ouais, donc c'est peut-être bien du young adulte finalement, même si c'est pas précisé. Qu'on surnomme Méduse. Voilà, elle est toujours, en fait, elle marche toujours tête baissée, cachée derrière ses cheveux. On ne sait pas son vrai nom. Et en fait, il se trouve qu'apparemment, elle aurait un visage assez déformé. Donc, elle n'ose même pas elle-même se regarder dans un miroir. Elle va être placée dans un institut pour jeunes filles. Malheureusement, les propriétaires de cet institut sont pas très recommandables. Et en fait, donc voilà, Méduse, la seule façon qu'elle a de se sentir bien, c'est d'aller à la bibliothèque, voilà, où elle apprend des choses sur le monde. Et en fait, elle va se rendre compte que apparemment, elle aurait un pouvoir dans ses globes oculaires. Bon, vous voyez un peu le truc, hein. Mais je sais pas si c'est métaphorique ou pas en fait. C'est pas présenté comme un roman fantastique. Alors je sais pas trop. On nous dit que c'est un roman d'apprentissage, que c'est un peu gothique, que c'est féministe, voilà. Donc, mais ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment très très bien. Ah oui, Malo, sur lequel? Sur Méduse?
ou sur le Joey Tech. Mais ouais, celui-là, il a l'air... Enfin, celui-là, il m'intrigue beaucoup, en tout cas. Pour le coup. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc, il y a bien moyen que... Il y a tant de retours dithyrambiques. Putain, par contre, la couverture me trigger tellement. La feuille dans l'œil, et là, ça me... Ça me trigger de ouf. Mais bon. Voilà, en tout cas, ouais, il a l'air vachement bien. Il y a moyen que je me l'achète, celui-ci. Il est pas très cher, en plus, ça tombe bien. Allez, ensuite. Toujours le 17 août, sortira chez Gallimard Panorama de Lilia Hassen. Je suis pas très sûre de la prononciation, désolée. C'est une autrice française. Donc, alors là, pour le coup, ben voilà, dystopie. Dystopie, moi, moi on me dit dystopie, j'achète, hein, forcément. Donc en fait, en plus c'est un peu, il y a un côté un peu thriller aussi, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc il y a une famille, c'est une famille qui a disparu, voilà, et on va suivre Hélène, qui est une ancienne commissaire de police, qui va reprendre du service pour donc retrouver cette famille. C'est un couple et leur petit garçon qui s'appelle Milo. Et donc voilà, elle va commencer à interroger tous les gens, les dernières personnes qui ont été en contact avec cette famille. Mais la petite particularité de tout ça, c'est que on est dans une petite dystopie. La France a basculé dans l'ère de la transparence. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Sauf que Hélène, quand elle va mener son enquête, elle va découvrir quelque chose d'horrible, apparemment. Voilà, j'en sais pas plus. À part qu'on nous dit que voilà, ce roman haletant montre des êtres en proie à leurs pulsions et à leurs fêlures derrière leur apparente perfection. Ouh, que c'est pour moi tout ça. Que ça donne envie. Voilà. Très envie de le lire. J'aime beaucoup l'idée, voilà, de la dystopie et tout. En plus, bon, il fait 240 pages. C'est à la fois trop court et en même temps, moi, c'est pas un pavé, quoi. Donc, à voir celui-là. J'attendrai de voir s'il y a des retours. Après. Où j'en suis? Non, c'est pas ça, c'est ça. Ça y est, je suis perdue. Voilà. Toujours le 17 août, et on passe à un roman poche, sortira Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont lu. Je pense en tout cas, parce qu'il a vu son petit succès à sa sortie grand format. Alors, donc, ça va sortir aux éditions 10-18, j'ai oublié de le préciser. Et donc, dans cette histoire, on est dans le Mississippi, au milieu de la forêt. Il y a une carrière, et une carrière qui fascine beaucoup les gens, mais qui inquiète aussi. Voilà, on dit, donc il y a des légendes comme quoi des esprits malveillants se dissimuleraient dans les eaux profondes au milieu de cette carrière. Voilà, et on va suivre Roberta et Willette qui décident de braver un peu les superstitions et qui veulent aller donc se baigner dans alors je sais pas si c'est un lac, un étang, j'en sais rien. Bref, si, dans les Everglades, donc on est plus dans du dans du marécage. Qui décident d'aller s'y baigner avec leur petite sœur qui s'appelle Pansy. Et après la baignade, elles vont décider d'aller cueillir des baies. Donc elles s'éloignent un petit peu de la carrière, mais elles laissent leur petite sœur derrière elles. Et quand elles reviennent, eh bien, la petite sœur a disparu.
Et on va se retrouver quelques années plus tard où Roberta et Willette n'ont jamais renoncé à retrouver leur sœur. Et elles vont avoir un indice qui va les mener au sud de la Floride. Ah oui, donc c'était pas dans les Everglades. Bah oui, ce que j'allais dire, les Everglades, c'est pas dans le Mississippi. Autant pour moi. Parce que j'ai vu Everglades plus bas. C'est là qu'elles vont se retrouver dans les Everglades. Et donc elles vont mener l'enquête pour résoudre la disparition de leur sœur. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Je me souviens plus si ça avait été un franc succès ou pas en fait. Mais voilà, en tout cas, il a l'air vraiment intéressant. J'aime bien, moi j'aime bien, voilà, ce truc qui se passe comme ça dans l'Amérique profonde avec des disparitions, tout ça, ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà pour celui-ci. On passe au 18 août. Je crois qu'il y a, non, il n'y a pas beaucoup de ça. Si, il y a quelques sorties le 18 août aussi. Avec, ouais, c'est des sorties poche justement. Avec donc une sortie poche, le commerce des allongés d'Alain Mabankou. Alors celui-là, il a pas mal fait parler de lui aussi. C'est qu'il a eu d'excellents retours. Voilà. Je sais qu'il y en a. C'était Anya qui en avait pas mal parlé chez Séverine. C'est qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé aussi. Ok, d'accord, Malo. Et effectivement, ça a l'air extrêmement intéressant, ce petit ouais, mélange de contemporain fantastique qui se passe au Congo. Donc, on va suivre Liwa qui est cuisinier dans un hôtel. Il habite avec sa grand-mère chez qui il a passé son enfance puisque sa mère est morte en lui donnant la vie. Et un soir de 15 août, hein, on fête l'indépendance du pays, puisque je rappelle que c'est une ancienne colonie belge. Un soir du 15 août, il va décider d'aller en boîte parce qu'il veut absolument rencontrer l'amour. Et il va effectivement rencontrer une belle jeune femme, Adeline. Et Adeline va accepter ses avances, mais il va se passer quelque chose. Et en fait, on va être sur une histoire. Alors, j'ai vu d'autres précisions, mais je ne vais pas trop spoiler. Mais en gros, on va être sur une histoire de vengeance depuis l'au-delà. Voilà. Donc, ça a l'air. Moi, j'aime bien les histoires de vengeance. J'aime bien. Donc, ça a l'air assez cool. Et voilà, je sais qu'il y a eu de très bons retours. Ah ouais, moi je préfère justement, c'est l'inverse, je préfère cette couverture-là. Je trouvais que la couverture du grand format faisait très dessin d'enfant en fait. Ça faisait pas, t'avais pas l'impression de lire un truc un peu sombre quoi. Bon, celui-là non plus, vous allez me dire, mais elle fait un peu plus, je sais pas, un peu plus sérieuse peut-être, j'en sais rien. Bon, c'est pas non plus une super couverture, hein, honnêtement. C'est pas le top du top non plus, mais bon. Donc voilà, il sortira aux éditions. Point. Et le suivant, c'est également un roman poche. Et alors, autant vous dire que c'est pas mal d'actualité. 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo, qui sortira également chez Point. Et là, on va vraiment être dans quelque chose d'assez dur et d'assez actuel, malheureusement, puisque on va être sur la thématique de la violence policière. Et plus particulièrement, donc, d'un jeune arabe qui va être tué par la police. Donc en fait, on est dans un quartier de banlieue parisienne. Voilà, on va suivre 5 personnes qui habitent ici, 5 amis en fait, hein, voilà, qui se connaissent depuis toujours, qui font beaucoup de choses ensemble, etc. Mais voilà, bah, c'est dit comme ça dans le truc, hein, qui subissent régulièrement le harcèlement de la part de la police. Et un soir d'été, il y a une interpellation, une énième interpellation, et
l'un d'eux va être abattu. Et voilà, j'en sais pas plus, mais bah ouais, c'est pour le coup là, je sais pas si c'est un choix de la part de Point de sortir la version poche maintenant, mais bon voilà, on est en plein dedans là, c'est... Du coup, bon, moi, honnêtement, justement, j'ai très envie de le lire. Voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça raconte. J'aime beaucoup la couverture, ce, ce, ce soleil qui se reflète dans les vitres des immeubles et qui donne l'impression d'un incendie, en fait, c'est assez classe. Mais voilà. Et je me rappelle qu'à sa sortie, déjà, il me faisait pas mal envie. Et en plus, je regrette un peu parce qu'il me semble que Diati Diallo, elle était à la Comédie du Livre. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire tous les... Puis j'avais pas non plus le budget de faire tous les auteurs et tout. Mais ouais, j'aurais pu lui acheter. Mais du coup, là, il sort à 6,90 €, donc ça va. Au niveau du budget, ça va. Donc voilà pour celui-là. J'ai pas vu de retour là-dessus par contre. Donc vraiment, j'y vais un peu à l'aveuglette, mais je suis curieuse. Ensuite, alors, Ghost Town de Kevin Chen, toujours le 18 août, il sortira aux éditions Seuil, et on est encore au Taïwan. Alors, je sais pas si on est au Taïwan, si on est... oui, alors, on est au début au Taïwan, mais ensuite, on n'est plus au Taïwan. Mais en tout cas, on est avec un auteur taïwanais. Voilà, donc le Taïwan à l'honneur, là. Mais c'est cool, j'aime beaucoup la couverture aussi. Donc là, on va suivre Chen, qui est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants, rien que ça, qui va quitter son village natal, donc au Taïwan. Le village s'appelle Yongjing, parce que Benjamin, Chen, je dis Benjamin parce que c'est le Benjamin, n'importe quoi moi, parce que Chen est gay. Et il va donc partir en Allemagne, ben voilà, pour vivre pleinement son homosexualité. Le problème, c'est qu'il va se mettre en couple avec un homme qui est violent. Et cette relation va l'amener, lui, à aller en prison, donc on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais alors que il sort de prison, donc tout ça c'est dans le synopsis. Hein. Alors qu'il sort de prison, il va décider de rentrer chez lui. Alors chez lui, j'imagine que c'est au Taïwan, je ne sais pas. Parce que il veut, ouais, je pense que c'est ça, parce qu'il veut élucider un mystère qui plane depuis son enfance. Et donc voilà, donc là on nous dit que c'est voilà, c'est le portrait d'une famille dysfonctionnelle au cœur de la campagne taïwanaise. Donc on est vraiment, ouais, on est vraiment au Taïwan, quoi. Ça a l'air extrêmement intéressant. Voilà, donc il y a la thématique de l'homosexualité, il y a la thématique des violences conjugales aussi, et c'est bien, enfin c'est bien. C'est bien d'en parler du fait qu'il s'agisse d'un couple gay. Voilà, parce que dans les couples gays aussi, il y a de la violence. Enfin, il peut y en avoir, je veux dire, c'est bizarre de dire comme ça. Et en plus, voilà, le côté famille aussi qui va être extrêmement important, visiblement. Donc l'enfance, on ne sait pas trop, un secret sur son enfance, qu'est-ce que ça va être. Pas de souci, Viviane, pas de souci, je mettrai le replay demain, je pense. Ça a l'air trop bien, j'aime trop les thématiques, j'aime trop la couverture, c'est taïwanais, je suis extrêmement curieuse de ce livre. Voilà. Donc pareil, je vais voir un peu les retours. Ensuite, on passe au 22 août. Et ce sera la seule sortie pour ce jour-là. Sortira en format poche Neige et Corbeau de Zijian Chi, qui est donc un petit historique chinois que j'ai... En fait, celui-là, je l'ai déjà, mais je ne l'ai toujours pas lu. C'est con. Donc en fait, on va être en 1910, alors qu'il y a une épidémie de peste qui va frapper une région au nord de la Chine.
Et donc en plus c'était une région assez prospère, assez cosmopolite. Voilà, la ville principale était une ville nouvelle. Donc il y avait pas mal d'étrangers et tout ça. Donc c'était assez sympathique jusqu'à ce que malheureusement l'épidémie vienne tout détruire. Et voilà, et en fait, Zhejiangqi va décider de faire un travail de documentation sur cette épidémie de peste. Donc a priori c'est vraiment arrivé. Et voilà, elle va nous raconter un peu comment cette ville si parfaite en apparence va se retrouver détruite par la peste. J'en sais pas plus. Voilà. Mais ouais, c'est clair que... Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, mais bon. Mais bon, il sera toujours temps. Peut-être pour le Lisons l'Asie de l'année prochaine. Donc voilà pour celui-ci. On passe au 23 août et là il y a une grosse vague de sorties le 23 août et la première que j'ai mise, c'est Les Amérantes de Cécile Pin. Décidément il y a beaucoup de choses asiatiques, beaucoup de livres asiatiques dans cette sélection, ça m'étonne pas en même temps, c'est moi, voilà. Qui sortira chez Stock. Donc on est encore dans un roman historique. Et donc en fait on va suivre une famille de Vietnamiens qui ont fui leur pays et en fait arriver malheureusement avant d'arriver à Hong Kong, en fait ils ont fui pour aller à Hong Kong, quasiment toute la famille va mourir noyée et le seul rescapé c'est le jeune Agne qui a 16 ans. Ah non, ils sont 3, pardon. Ils sont 3, mais ils étaient 7 à la base, 7 frères et sœurs, plus les parents, donc ils étaient 9. Ils sont 3 rescapés, donc Agne et ses 2 frères Tagne et Migne, et qui sont désormais seuls au monde. Et voilà, et donc on va nous raconter un petit peu l'histoire de cette famille, finalement. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de fuir le Vietnam? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va parler aussi de camps de réfugiés, etc. Et là, on est dans l'Angleterre de Thatcher. En fait, les 3 orphelins vont réussir finalement à atteindre l'Angleterre et voilà. Et j'en sais pas plus. Donc c'est à la fois historique et à la fois quand même assez récent. Mais ça va être intéressant, je pense, justement de suivre ces trois immigrés dans l'Angleterre de Thatcher. Bisous Michel, bonne soirée, bisous bisous. Merci d'être venu. Et il me semble que Cécile Pin a des origines asiatiques, mais je suis pas sûre à 100%. Voilà, mais oui, c'est intéressant. Voilà pour celui-ci. C'est une anglaise. Ouais, c'est marrant parce que Cécile Pin, ça fait très français, mais non. A priori, c'est une anglaise. Voilà. Donc peut-être pas, peut-être qu'elle est d'origine française, je ne sais pas. Bon. Bref, ensuite, cette fois on part en Iran avec Negar Javadi, la dernière place qui sortira aux éditions Stock. Et non, ce ne sont pas des nouvelles parce que ouais, sur le coup quand j'avais vu la couverture, j'ai là, ouais, c'est des nouvelles. Non, en fait, c'est pas des nouvelles. Des nouvelles du réel. C'est juste pour dire des nouvelles dans le sens des informations, quoi. Voilà. Negar Javadi, j'avais lu Des Orientales, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, je suis très curieuse de son nouveau roman, qui, en plus, va aborder une thématique plutôt originale, puisqu'il s'agit d'un crash d'avion. Donc, ce sont des faits réels qui se sont passés. Donc, c'était en 2020. Alors, en plus, c'était juste avant c'était juste au moment où le Covid arrivait, là, vraiment, donc janvier 2020. Je pense que ça a été un peu éclipsé, cette histoire, par le Covid. Le vol 752 d'Ukraine International Airlines, qui relie Téhéran à Kiev.
alors en plus, entre ça et puis l'Ukraine, va s'écraser 6 minutes seulement après son décollage, entraînant la mort de tous les passagers des membres d'équipage, donc aucun survivant. Et ce crash survient donc évidemment dans un contexte de tension extrême entre l'Iran et les États-Unis. De toute façon, ça a toujours été deux pays ennemis, hein, malheureusement. Et donc, Negar Javadi a décidé de raconter l'histoire de sa cousine qui était présente sur ce vol. Voilà, qui est donc décédée malheureusement. Et il se trouve que voilà, ce drame a été un traumatisme national pour l'Iran. Et, et c'est là, on nous dit que c'est l'un des événements qui annonce le mouvement révolutionnaire donc, qui est arrivé, bah oui, vous le savez, hein, très récemment. Pourquoi ils disent l'automne 2023, l'automne 2022? À moins que ce soit une, une dystopie, mais un roman d'anticipation. Non, donc j'imagine que ça fait référence au mouvement révolutionnaire qui a eu suite vous savez, à cette jeune femme qui a été tuée parce qu'elle avait mal mis son voile, etc. Et donc ça a entraîné, ça a fait un effet boule de neige. Et apparemment, ça avait déjà commencé bien avant, notamment par cette histoire-là. Donc, ah oui, pardon, c'était les pubs. C'était les pubs. Donc voilà, oui, donc ça pour dire que apparemment c'est les prémices de la révolution qui a eu lieu actuellement en Iran. J'en sais pas plus, mais j'ai très envie de découvrir ce nouveau roman de Negar Javadi, qui sortira donc le 23 août chez Stock. Alors à celui-là, il me rend extrêmement curieuse. Oui, c'est encore une dystopie. Dès que sa bouche fut pleine, de Juliette Houry, qui sortira donc toujours le 23 août chez Flammarion. Et donc dans cette histoire, en fait, on va être dans un monde où la place du sexe et celle de la nourriture sont inversées. Donc c'est-à-dire que toutes les journées sont pleines de sexe, j'allais dire. Le sexe rythme les journées de tout le monde, voilà. C'est comme nous actuellement, on mange 3 fois par jour, etc. Bref. Donc là, c'est le sexe toute la journée, quoi. Mais par contre, et donc c'est normal, mais par contre, la nourriture, c'est un peu tabou, c'est voilà, c'est intime, il faut pas trop en parler, ça fait rougir, etc. Donc voilà, elle a inversé le rôle. Juliette Houry a inversé le rôle du sexe et de la nourriture. Et dans cette histoire, voilà, on va suivre Bertrand et Laetitia. Donc a priori, voilà, Bertrand mangerait la nuit, je crois, un truc comme ça. Et Laetitia, en fait, voilà, va se demander pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, ça a l'air extrêmement chelou, en vrai. Mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Je pense notamment aux Japonais qui ont vraiment un truc pareil avec la nourriture comme ça. Enfin bref, voilà. Je suis curieuse de cette histoire. Ça a l'air assez chelou, mais extrêmement intéressant comme idée. Voilà, on nous dit l'histoire d'une jeune femme entraînée malgré elle par son désir, un désir défendu qu'elle va transformer en une force intime capable de la protéger contre toutes les formes d'aliénation. Alors, du coup, je pense qu'il va y avoir un gros truc peut-être sur les TCA, ce genre de choses, ou tout simplement le plaisir de manger qui est pas forcément bien vu, surtout pour les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il va y avoir un truc assez métaphorique là-dedans. Donc ça va être intéressant. Ensuite, je vois un petit coup. Alors celui-là, je sais qu'il est pas mal attendu pour la rentrée littéraire. Donc on est toujours le 23 août, sortira L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Ou Béret d'ailleurs, je n'ai jamais su comment ça se prononçait.
J'ai un livre d'elle, c'est son livre sur Frida Kahlo, que je sais plus le titre, j'ai toujours pas lu. Et je sais que, je crois que c'est Rien n'est noir. Peut-être revenu d'un coup, Rien n'est noir. Je l'ai toujours pas lu. Mais du coup, voilà, je sais que c'est une autrice plutôt féministe. Et là, eh ben, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal puisque on va être sur la thématique du féminicide. Voilà. Donc, c'est Étienne, qui est correcteur, travaille dans une maison d'édition, qui forme un couple avec Vive, oui, c'est son prénom, Vive. Voilà, ils sont très amoureux. Voilà, ils forment un couple un peu idéal. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Voilà, on nous dit quelque chose d'aussi infime que l'épaisseur d'un cheveu qui va transformer Étienne en meurtrier, puisque Étienne va tuer sa femme. Et donc voilà, ça va être un peu le... Alors, ça va être raconté sous forme de compte à rebours. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça, ce genre de construction. Et en fait, on va un peu nous expliquer comment cet homme alors, basculé vers la folie. Ouais, ça nous parle de folie. Moi, pour moi, c'est pas des hommes qui sont fous. Hein, bon, bref, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, voilà, je suis assez curieuse parce que je sais que Claire Berest est quand même plutôt féministe, donc j'imagine bien que ça va pas aller dans le sens du gars. Ouais, c'est vrai, Fabienne, tu l'as lu déjà? Ok, Malo. Ouais, non, moi je suis très très curieuse là pour le coup. En plus, il est. Alors, bon, il est pas très long non plus, mais il est pas très cher, donc hmm, à voir. À voir celui-ci. Il y a moyen que je le lise. Voilà. J'aime bien ce genre de construction de roman, et puis bon, la thématique, quoi. Forcément. Hop, toujours le 23 août, c'est vraiment la grosse vague, hein, le 23 août, sortira Glory de Noviolette Boulawayo, pardon. Aux éditions Autrement, donc celui-là, déjà de base, avant même de lire le synopsis, bon, autrice noire, mais aussi, voilà, finaliste du Booker Prize. Alors, en général, voilà, tout ce qui est lauréat ou finaliste du Booker Prize, c'est des bons trucs. Donc, bon, je fais assez confiance là-dessus au Booker Prize. Et là, en plus, c'est extrêmement original et intéressant puisque, en fait, Noviolette Boulawayo nous a fait une réécriture de La ferme des animaux de George Orwell, mais transposée au Zimbabwe, puisque l'autrice est zimbabwéenne. Donc en fait, on est donc dans un pays où alors elles appellent les animals, on va dire les animaux. Je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou s'ils ont fait exprès de traduire animals par animals. Bizarre, très bizarre, mais bon. On va dire les animaux vivaient heureux, puis vinrent les colonisateurs. Donc voilà, ça va parler de colonisation. Et après donc de longues années de domination, il va y avoir une guerre qui va faire que voilà, les citoyens vont reprendre espoir. Sauf que malheureusement, voilà, donc comme dans La ferme des animaux et comme dans la vraie vie, hein, puisque George Orwell s'est inspiré du stalinisme, on le rappelle, enfin du léninisme même d'ailleurs plutôt. Il raconte un peu la révolution russe. Bah là c'est pareil, il va y avoir un nouveau dirigeant qui va être un cheval, un cheval tyrannique. Voilà. Et bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà, en gros, voilà, nous raconte un peu finalement l'histoire de son pays. C'est extrêmement intéressant. Elle a fait exactement comme George Orwell, c'est-à-dire qu'elle a raconté l'histoire de son pays via des animaux, puisque effectivement l'histoire de son pays ressemble beaucoup à ce qui s'est passé donc pendant la Révolution russe, où les gens se sont libérés du tsar pour finalement avoir des tyrans à la place. Bon, alors Lénine encore, voilà, mais c'est surtout Staline qui a eu derrière, quoi. Mais bref, voilà, c'est intéressant.
c'est intéressant. J'ai très envie de le lire. Il est déjà, je le vois déjà un petit peu passer aussi, celui-ci. Voilà, par contre, c'est très cher. C'est très cher. Voilà. Franchement, là, maintenant, les livres à 25 €, là, ça commence à être compliqué. Mais bon. Ouais, c'est vrai, Estelle, il est dans ta wishlist. Mais voilà, je le mettrai, je vais le mettre aussi dans ma wishlist, hein, clairement. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas, par contre, hein, c'est encore autre chose. Mais ça a l'air trop cool. Voilà. Toujours, encore et toujours, le 23 août sortira La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel, qui est une autrice de SF canadienne. Donc, le livre sortira chez Rivage. Et là, donc, en fait, on a apparemment un phénomène qui se répète à diverses époques et toujours de la même façon. Il s'agit d'une berceuse qui est jouée au violon et qui est accompagnée d'un bruit qui évoque un engin volant qui décolle. C'est une expérience assez brève mais intense. Voilà, donc les gens pensent à une hallucination, mais le problème c'est que la même chose a lieu à diverses époques. Et on va se retrouver en 2401 sur une des colonies lunaires où on a un institut qui s'appelle l'Institut du Temps qui veille à la cohésion temporelle de l'univers. Donc il est question évidemment de voyage dans le temps. Hein. Et on va suivre Zoé qui est une physicienne qui va s'interroger sur les anomalies qui perturbent un peu la cohésion du temps. Et en fait on nous dit, la dernière phrase du synopsis, c'est: le monde tel qu'il existe ne serait-il qu'une simulation? Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. J'adore cette idée. Donc voilà, pareil, celui-là, je sais que... Alors, déjà en VO, il avait pas mal marché. Je crois que le titre en VO, c'était le même. Hein. C'était Sea of Tranquility, un truc comme ça. Et du coup, forcément, il était très attendu en VF. Donc, ouais, pareil. Bon, celui-là, je vais attendre un peu de voir les retours, mais ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout. Et, bien évidemment, j'étais obligée de le mettre. Bien sûr, le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Toujours chez Albert Michel, qui sortira le 23 août. En général, j'étais étonnée qu'il ne sorte pas le 16 août, parce que c'est souvent le premier sorti de la rentrée littéraire, mais non, là, il faut attendre le 23 août. Et donc, on ne sait pas grand-chose de Psychopompe, sinon que dans cette histoire, Amélie Nothomb va raconter un peu son enfance au travers de sa passion pour les oiseaux. Voilà. Je peux pas dire plus que ça. Je peux pas dire plus que ça. Donc je rappelle que les psychopompes, c'est des fameuses personnes dans la mythologie qui amenaient les gens, qui guidaient les gens vers les enfers. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc elle va raconter notamment le fait qu'elle ait été beaucoup, bon ça elle le dit dans plusieurs livres, mais le fait qu'elle a été beaucoup ballottée de pays en pays, puisque on rappelle que Amélie Nothomb est la fille d'un diplomate, voilà. Donc forcément elle a beaucoup déménagé et vu de pays quand elle était petite, et voilà, elle va raconter ça, mais au travers cette passion des oiseaux. Voilà. Celui-ci, bon, moi, Amélie Nothomb, toujours, hein, évidemment, j'adore tout ce qu'elle fait, donc je suis toujours ravie de découvrir le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Et en plus, j'aime bien ses romans autobiographiques, donc ça pourrait bien me plaire. Ensuite,
Alors, est-ce que c'est le dernier du 23 août? Oui, c'est le dernier. Il s'agit de Stalker de Sarah Epstein qui sortira chez Bayard. Donc là, on est dans du young adulte. Il n'y a pas beaucoup de young adulte dans cette sélection, mais il y en a. Un thriller young adulte qui se passe en Australie. L'autrice est australienne. Donc, on va suivre dans ce petit thriller, on va suivre Tash. Tash, ouais, T-A-S-H, je précise. Qui est un peu beaucoup même, qui est traumatisée par un cauchemar d'enfance. Et elle a du mal à savoir si ce qui s'est passé, c'était un cauchemar ou si ça a vraiment eu lieu, en fait. Parce que quand elle avait 6 ans, elle a assisté à l'enlèvement d'une de ses amies, visiblement, Mallory Fisher. Mais voilà, elle ne sait pas si elle l'a vraiment vécu ou si elle en a rêvé. Et il se trouve que les Fisher, justement, donc les parents de Mallory, vont revenir en ville, donc là où Tash habite. Et Tash va se mettre en tête de découvrir ce qui s'est réellement passé 9 ans plus tôt, puisque donc elle a 15 ans, c'est ça, ouais, 9, 6, 15, je fais le calcul. Voilà, voilà, petit thriller. Moi j'aime bien les thrillers young adultes en général, donc je suis assez curieuse. Et puis j'en ai un d'elle aussi que j'ai toujours pas lu et qui va justement sortir en poche le même jour. C'est Deepwater, ouais c'est ça, Deepwater. Qui est bonne, qui est un autre one shot, hein, qui est pas du tout, c'est pas du tout une série, mais on est un peu dans le même style de couverture. Donc voilà, mais je l'ai toujours pas lu. D'entendre ton prénom. Ah oui, Mallory, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Oui, en effet. Tu m'étonnes. C'est pas un prénom très très courant. Bon, par contre, s'il y a des gens qui s'appellent Tash, c'est pas ouf. En français, c'est pas ouf. Voilà pour celui-ci. Et on passe au 24 août. Il y a quelques sorties aussi le 24 août, quand ça voudra bien. Avec Ariane de Jennifer Saint. Je le prononce à l'anglo-saxonne. Hein. Qui est le nouveau, voilà, ils en sortent un par mois, hein, donc le nouveau de Saxus dans leur collection Sabran. Ils font, voilà, cette magnifique collection avec les jaspages, ça y est maintenant, c'est comment ça s'appelle. Voilà, c'est beau, ces belles tranches décorées. Ouais, ils sont magnifiques. À chaque fois, c'est un truc de fou. Et en plus, les thématiques sont cool à chaque fois, donc voilà. Donc là, eh ben, vous en doutez, c'est une réécriture, un peu comme Méduse, hein, finalement. On a deux réécritures un peu différentes, mais réécriture du mythe d'Ariane. Donc on est, ben, évidemment, on est en Crète, le roi Minos règne d'une main de fer, voilà, terrorise ses ennemis vaincus, etc. Il terrorise même sa propre famille. Mais voilà, vous le savez, l'histoire du Minotaure, il faut envoyer 12 enfants de la cité en sacrifice au Minotaure. Et donc c'est là que Ariane va se rebeller contre ça. Mais le truc, c'est que a priori, on va être sur une écriture un peu plus féministe. Hein. Voilà, bah déjà, ça tourne autour d'Ariane. Parce que dans la mythologie, Ariane, elle a pourtant un super rôle à jouer, hein, puisque c'est elle, quand même, c'est grâce à elle que Thésée va tuer le Minotaure. Sauf que... ouais, je spoil, désolé. Sauf que en fait, rien à battre d'Ariane, quoi. Au final, voilà, personne n'en a rien à battre d'elle. Il me semble qu'elle a un destin un peu tragique en plus. Donc voilà, là on va être sur quelque chose d'un peu plus tourné sur elle, centré sur elle. Donc j'ai hâte, ouais, j'ai hâte de découvrir ça. J'avoue qu'il y a moyen que je me l'achète celui-là, même si putain ça pique 27 balles. Maintenant c'est de pire en pire, c'est de plus en plus cher. Hein. C'est terrible. Il me semble que celui que j'avais acheté là, la réécriture de Roméo et Juliette,
C'était... Tiens, c'est là que je me rends compte qu'en fait, Sabran, c'est que des réécritures un peu de... soit de contes, soit de mythes, soit d'histoires célèbres. Parce que là, il y avait Roméo et Juliette, il y avait Peter Pan, il y avait Guenièvre. Maintenant, il y a Ariane. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Je me demandais quel était le rapport entre tous ces livres. Mais c'est ça, en fait. Oui, j'ai eu une épiphanie, là, cherchez pas. Bref, en tout cas, ouais, dans ce que je voulais dire, c'était... Donc, c'était quoi? C'est plaisirs violents. Je sais même plus ce que je voulais dire. C'est ça de me couper la parole à moi-même, en fait, à chaque fois. Hein. C'est horrible. Ah oui, le prix. Il me semble que je l'avais payé 23,90, quelque chose comme ça. Donc là, ça a pris 3 euros, quoi. Ça pique un petit peu, quand même. Franchement, ça pique. Bref, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ensuite, alors celui-là aussi me fait très très envie. Donc, encore le 24 août sortira Big Girl de Mecca Jamila Sullivan chez Plon. Et donc là, on va suivre Malaya. Malaya qui a 8 ans et qui est grosse. Qui est noire aussi d'ailleurs. Et sa mère, en fait, s'obstine à la traîner chaque semaine à des réunions Weight Watchers. Sauf que Malaya, elle veut pas faire ses réunions. Elle déteste ça, mais le problème, c'est que, ben oui, voilà, elle est pointée du doigt. Son corps est considéré comme un problème. Elle subit la pression de toutes les femmes de sa famille par rapport à ça. Et en plus, elle est dans une école pour riches blancs de l'Upper East Side, parce que ça se passe à New York. Et du coup, ben, voilà, elle subit à fond le harcèlement et le racisme très certainement aussi. Mais elle va essayer un peu de passer outre ça, voilà. Alors, ça va pas mal parler de sa passion pour le hip-hop notamment. Voilà, et puis bah, évidemment, récit assez féministe, hein, puisqu'on parle des injonctions faites aux femmes, encore une fois. Voilà, ça, celui-là, celui-là, il me tente pas mal aussi, ouais. Celui-là, il me tente pas mal aussi. J'aime beaucoup les thématiques. Bref. Ok, Estelle, ouais, j'avais même pas fait gaffe, en fait. Je me rends compte là, au bout du 4e ou du 5e, je sais plus, mais... la meuf. Il était temps. Bref, donc voilà. Celui-là a l'air bien cool. Ensuite, toujours le 24 août, encore là on est vraiment dans le féminisme, hein, mais sortira Celle qu'on tue de Patricia Melo, qui est une autrice brésilienne. Et oui, il y a pas mal de pays hein, représentés. Hein. Donc on va suivre une jeune avocate qui habite à Sao Paulo, qui va se rendre dans la forêt amazonienne pour suivre le procès des assassins d'une jeune indigène. Donc elle va découvrir un petit peu la jungle, voilà, mais aussi les injustices et les tragédies vécues au quotidien par les populations locales. Donc voilà, on va être sur la thématique un petit peu de la colonisation entre guillemets, hein, enfin voilà, tout ce qu'on fait subir aux populations autochtones. Donc là c'est au Brésil. Au Brésil aussi a eu des populations autochtones qui sont brimées. Et voilà, donc sur fond d'enquête policière et de justice, autant vous dire que voilà, celui-là évidemment, Bûcher-Chastel, depuis que j'ai lu, l'école des bonnes mères, je sais, un roman ça suffit pas, mais j'ai envie de dire, je fais confiance à Bûcher-Chastel. Donc ouais. Et en plus, je connais pas le Brésil. Donc j'ai trop envie de lire ce livre pour découvrir un peu ce qui se passe là-bas, l'historique aussi de ce pays. Ça a l'air extrêmement intéressant. Et puis bon, voilà, donc ça parle pas seulement de racisme et tout ça, puisqu'on nous dit celle qu'on tue, donc on est aussi sur les violences faites aux femmes, et pas seulement, je crois, pas seulement sur, ouais, parce que,
Voilà, l'autrice brésilienne montre la violence infligée aux femmes. Donc c'est pas seulement sur les autochtones, je pense. Mais aussi, c'est aussi un livre écolo, puisque évidemment ça va parler de la déforestation, ce genre de choses. Donc, ouais. Ah d'accord, ok Estelle, j'avais même pas vu. Donc voilà, extrêmement intéressant celui-ci. Encore un que j'ai très envie de lire aussi. Il y en a trop. Il y en a trop, c'est horrible cette rentrée littéraire, c'est horrible. Alors celui-ci, extrêmement attendu aussi. Attendez, il y a un bug là. J'en ai inversé 2 ou j'en ai oublié un? Ah oui, non, c'est que je les ai inversés. C'est pas grave. Donc, Nos corps disparus de Céleste NG, dont j'avais adoré. C'était quoi que j'avais adoré? Putain, j'ai oublié le titre. Alors, La saison des feux, je ne l'ai pas lu, mais j'avais vu la série. Et celui que j'ai lu, c'est Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Voilà, j'avais vraiment adoré. Bon, alors par contre, j'espère que c'est pas la vraie couverture, ça. Si vous regardez bien, la couverture, elle inclut le contour bleu-vert, là. Hein. Vous voyez la petite marque Sonatine, là, juste en bas à droite. J'espère que c'est pas la vraie couverture, mais je pense pas, ça m'étonnerait. Je pense que ils n'ont pas encore sorti la couverture, ils ont mis ça à la place. Ça sortira donc, bah oui, chez Sonatine, hein, le 24 août. Et moi, déjà que j'adore Céleste NG, voilà. En plus, là, elle nous a pondu une petite dystopie, décidément. Voilà. Donc, dans Nos cœurs disparus, on est dans un futur proche où l'existence, donc aux États-Unis, où l'existence de tous est rythmée par des lois liberticides. Tout citoyen de culture étrangère est considéré comme dangereux pour la société. Voilà. Donc je rappelle que Céleste NG est d'origine chinoise, hein, et qu'elle écrit beaucoup justement sur le racisme. Elle fait des thrillers, plutôt thrillers domestiques, mais qui tournent autour du racisme, donc c'est intéressant. Et là, voilà, elle est partie dans la dystopie. Donc, tous les livres tenus pour séditieux sont retirés des bibliothèques, à commencer par ceux de la poétesse Margaret Mew, qui a disparu mystérieusement 3 ans plus tôt. Et on va suivre le fils de Margaret, Bird, qui est bien décidé à la retrouver, et donc il va se faire aider par un réseau clandestin de bibliothécaires. Et ça va lui permettre de prendre peu à peu conscience du sort des opprimés et de la nécessité impérieuse de porter leur voix. C'est trop pour moi. Voilà. Il y a une dystopie, il y a des livres, il y a une histoire de racisme. C'est pour moi... Alors, je l'ai demandé sur NetGalley, mais j'ai toujours pas eu de réponse. J'ai demandé celui-là et le demain, là. Demain et demain et demain. J'ai demandé les deux. Bon, demain et demain et demain, je m'attendais à ce que ce soit pas positif, parce que je crois qu'il est extrêmement demandé. Mais celui-là, j'aimerais trop qu'ils me disent oui, mais ils me répondent. Ah, NetGalley, répondez-moi, je vous en supplie. Bon, en général, quand ils répondent pas, au bout d'un bon moment, c'est mort, mais je suis dégoûtée. Parce qu'il vaut trop cher. Et j'ai trop envie de le lire. Bref, voilà. Mais il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Voilà. Ensuite. Alors. Nevada de Imogen Bini. On est toujours le 24 août. Ça sortira chez Gallimard dans leur collection du monde entier. Et donc dans cette histoire, on est aux États-Unis et on va suivre Maria, qui est une jeune libraire. Voilà, ça parle encore de livres. Et Maria, il se trouve que c'est une femme trans. Elle a fui la Pennsylvanie. Elle était dans une ville un peu paumée. Évidemment, on ne l'acceptait pas pour ce qu'elle était. Et du coup, maintenant qu'elle est à New York, elle peut vivre en tant que femme au grand jour. Mais le souci, c'est que elle a l'impression que sa vie lui échappe un petit peu. Et sur un coup de tête, elle va décider de prendre la route direction l'ouest, le Grand Ouest des États-Unis. Et voilà, donc ça va être un peu un road trip avec cette jeune Maria.
Donc j'imagine qu'elle va dans le Nevada, hein, vu le titre. Mais voilà, donc on nous dit ouais, un foisonnant explosif voyage intérieur, donc c'est bien parce que la thématique du road trip est finalement métaphorique, hein, voilà. Qui explore toute la complexité d'une transition avec sensibilité mordant. Bon voilà, moi j'aime bien la thématique de la transidentité, hein, évidemment. Et j'aime bien les road trips aussi, j'aime bien les road trips. Donc voilà, bon, mais je pense pas que je l'achèterai, mais peut-être quand il sortira en poche ou si je le trouve d'occasion, voilà. Il a l'air pas mal. Vous parlez de Céleste NG, j'ai les commentaires un peu en retard, j'ai l'impression. Mais bon. Ouais, je pense que je les commentaires un peu en retard. Du coup, vous allez les avoir un peu en retard aussi sur YouTube. Mais bon. Ouais, moi aussi, hein, t'as vu, Natacha, franchement, il y en a trop qui sont bien... Ah, d'accord. Ok. Toi, tu notes Nevada. Il y en a plein qui ont l'air trop bien. Bon, ça va, je suis pas trop en retard, alors. Ah, toi, tu parlais de Céleste NG. Ok. Ok, ok. Il y a la pub, il y a la pub. Donc, voilà pour Nevada. Qui a l'air assez cool aussi. Alors, on passe à un petit poche. Toujours le 24 août sortira Peine des faunes de Annie Loulou. Je l'avais déjà noté quand il était sorti en grand format. Donc on va suivre 5 générations de femmes dans divers pays. Ça a l'air trop bien. Donc notamment en Tanzanie. Donc il faut savoir que l'autrice, ça j'ai mis congolo-roumain, l'autrice est congolo-roumaine, hein, elle est à la fois congolaise et roumaine. Donc c'est intéressant aussi au niveau de la représentativité. Hein. Donc on est dans une famille tanzanienne en 1986. On suit Rebecca qui élève ses 8 enfants. Sa fille aînée, Maggie, rêve d'aller étudier à l'université. Mais Rebecca, elle va entrer en lutte contre une compagnie pétrolière sur le point d'exproprier les habitants de son village natal. Et le truc, c'est que en se lançant dans cette lutte, c'est le destin de Maggie qui va basculer. Et donc voilà, on va partir sur une tragédie familiale qui va s'étirer sur 5 générations. Ça a l'air tellement bien. Et en plus, c'est écolo, hein, évidemment. C'est féministe et écolo. C'était pour moi. Ah oui, c'est vrai, Karine. Ah ouais. Relou, ça. Ouais, bah ouais, Malo, pareil. Je l'avais repéré aussi. Il a l'air trop bien. Donc, je suis contente qu'il sorte en poche. Je suis très contente qu'il sorte en poche. Il y a moyen que je l'achète, celui-là. Voilà. Il a l'air vachement cool. Il est un peu court, je trouve, hein, pour une saga familiale comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Faut voir. Faut voir. Ensuite, je rame encore. Voilà. Toujours le 24 août, grosse vague aussi le 24 août, sortira Quand la nuit tombe de Rie Haruga, donc qui est le nouveau manga de chez Akata. Vous savez, vous connaissez mon amour pour ces éditions, voilà, qui sont toujours très inclusives. Et là, c'est un one shot. C'est un one shot, assez rare pour être signalé, où on va être dans la zone industrielle de la région du Tokai et on va suivre 2 amis, Takaomi et Ao. Ils sont amis depuis le collège, donc là je crois qu'ils sont au lycée. Et tout le monde pense qu'ils vont finir par se mettre en couple, mais un jour tout bascule, puisque, attention, le père d'Ao, qui est patron d'une usine locale, va violer la mère de Tokiwa. Je croyais que c'était Takaomi. Bon, bref, va violer la mère de l'autre. Donc voilà, et du coup, comment vont-ils pouvoir rester amis avec cette histoire? Voilà, donc on va être sur la thématique du viol, et c'est extrêmement intéressant, du coup, ce point de vue-là, en fait, des enfants. Voilà, on n'y pense pas. Alors,
Justement, j'avais bien aimé Philippe Besson qui avait fait donc le point de vue des enfants sur un féminicide, et là c'est le point de vue des enfants sur un viol, de leurs parents, l'un dont le père est coupable et l'autre dont la mère est la victime. C'est ouf. Donc voilà, celui-là je l'achèterai, franchement, je l'achèterai, c'est un one shot, c'est un manga, c'est Akata. Bisous Laurence, bonne nuit. Bisous bisous. Donc ouais, franchement ouais, complètement le postulat de base pour le coup est extrêmement intéressant. Donc ouais, celui-là je l'achèterai, je le lirai, clairement. On va pas se mentir. Clairement, clairement. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais je suis très très curieuse. Il n'y a que Akata pour sortir des trucs comme ça. Ensuite, le 24 août encore sortira, je sais qu'il est très attendu celui-là aussi, Les voleurs d'innocence de Sarai Walker aux éditions Gallmeister pour un prix exorbitant. Voilà, ça c'est pas du hardback là. Mais je sais qu'il est, voilà, il est très très attendu celui-ci. On en parle beaucoup. Donc on va être dans les années 50. On va suivre 6 jeunes filles qui vivent avec leurs parents un peu dans l'opulence, hein, dans un milieu assez aisé. Donc c'est 6 sœurs, hein, les sœurs Chapel. Et donc en fait ça commence par le mariage de la sœur aînée, sauf que elle va mourir mystérieusement. Et puis c'est la deuxième qui va mourir. Et donc voilà, et après a priori il y aurait une malédiction sur cette famille. Voilà, et donc la cadette Iris va absolument vouloir survivre, parce qu'évidemment elle se dit je vais être la prochaine. Et voilà, j'en sais pas plus. On nous dit que c'est un peu un roman gothique aussi. Ah ouais, t'as vu un super retour? Ouais, la couve est super belle en plus. C'est clair qu'on en entend trop parler, mais ouais, j'avoue que là, je suis très très hypée aussi. Mais putain, par contre, 26 boules, 26 boules ça pique. 26 boules ça pique, donc voilà, à voir, mais ouais, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop trop bien. Voilà, pour celui-ci. Je sais pas si je vais l'acheter, mais il y en a tellement que j'ai envie d'acheter, ça m'énerve. Ah d'accord, ah oui, Madame Rêve encore, j'aime. J'ai toujours pas lu d'ailleurs, je la suis, Madame Rêve encore, j'aime bien. J'ai toujours pas lu son coup de cœur de. C'est son coup de cœur de l'année, là, du début d'année. C'était un Gallmeister aussi. Sur l'avortement, j'ai trop envie de le lire, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Bref. Voilà pour celui-ci. On passe au 25 août, c'est la seule sortie de ce jour, avec un petit thriller domestique, parce que oui, ça manquait un petit peu quand même. Tout était si parfait, de Jamie Lynn Hendricks. Donc là, on va être à New York. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à New York, hein, mais voilà. On suit un groupe d'amis qui se prépare à célébrer le mariage de l'une d'entre eux, qui s'appelle Fiona. C'est un groupe d'amis qui sont très très unis, sont toujours là pour les uns pour les autres. Mais malheureusement, ils cachent de sombres secrets, hein, comme c'est toujours le cas dans les thrillers domestiques, sinon c'est pas drôle. Et il se trouve que chacun des amis de Fiona a une raison de vouloir la mort du futur marié, qui s'appelle Tevor, parce qu'ils sont persuadés que ce mariage est une mascarade. Mais le truc... Ah non, c'est Trevor, pas Tevor, ils ont fait une faute de frappe. Ce que j'allais dire, Tevor, c'est bizarre comme prénom. Mais le truc, c'est que Trevor est prêt à tout pour épouser Fiona, et il va aller jusqu'à faire chanter tous les amis de sa future épouse, d'où le fait qu'ils aient tous une raison de vouloir sa mort. Mais le truc, c'est pas fini. Déjà s'il y avait tout ça, voilà. Mais le truc, c'est que
d'où le fait qu'ils veuillent tous sa mort, parce qu'il va effectivement mourir, voilà, au moment où il va passer la bague au doigt de Fiona, il va mourir en pleine célébration d'une réaction allergique, et donc bien sûr tout le monde est suspect, blablabla, voilà. Toi-même tu sais, ça fait un peu Agatha Christie, hein, le truc de tout le monde est suspect parce que tout le monde a une bonne raison de vouloir sa mort. Mais bon, voilà, petit thriller domestique des familles, et j'avoue que là, il n'y en avait pas beaucoup dans cette rentrée littéraire, donc j'ai tenu à le mettre. C'est aux éditions Alter dont vous reconnaissez, je pense, la charte graphique. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là, honnêtement, je l'achèterai pas. Mais voilà, j'avais envie de le mettre. Puis on verra un peu les retours. Hein. Peut-être que les retours seront dithyrambiques et que ça me donnera envie de le lire. Ensuite, allez, un petit graphique, une petite bande dessinée qui sortira le 29 août aux éditions Le Duc. Il s'agit de Coquelicot de Fanny Vella. Et on est encore sur un truc féministe, vous me connaissez. Donc on va suivre Émilie dont le corps commence à changer avec la puberté. Et en fait on va suivre tout simplement Émilie tout au long de sa vie avec son corps qui change. C'est vraiment une BD sur le corps féminin. Voilà, quelles sont les transformations qu'on subit, qu'est-ce que ça a comme impact sur nous, etc. Voilà, et en fait, je pense que c'est un truc un peu métaphorique parce qu'on nous dit, alors je suis pas sûre, mais on nous dit, enfin je sais pas si c'est métaphorique ou pas, mais on nous dit, Émilie en vient à haïr et craindre ce corps qui semble avoir une volonté propre, mais qu'essaie-t-il donc de lui dire? Alors je sais pas si ça va être tourné dans le sens le corps va avoir une volonté propre ou est-ce que c'est juste métaphorique pour dire que voilà, je ne sais pas. Bref. Mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Je l'ai vu passer aussi celle-là. Je sais plus chez qui. Et voilà, donc Fanny Vella c'est une autrice plutôt féministe, donc ça peut être assez intéressant. Voilà pour celui-là. J'aime bien la couverture en plus, je la trouve très jolie. Voilà, intimité, sexualité, estime de soi, le combat d'une héroïne encombrée par un corps qu'elle ne comprend pas. Tu m'étonnes. Ouais, la couve est vraiment très jolie, ouais. Voilà. Voilà pour celui-ci. Enfin, celle-ci, plutôt, puisque c'était une bande dessinée. Hop. On passe au 30 août. Les dernières vagues, c'est les 30 et 31 août. Avec une sortie chez Grasset. Il s'agit de Adieu Tanger de Salma El Moumni. Il y avait beaucoup de sorties chez Grasset. Et j'ai sélectionné celle-là. Il y en avait beaucoup qui me tentaient, notamment le nouveau Leonora Miano. Mais bon, je pouvais pas tout mettre. Donc voilà. Donc Adieu Tanger de Salma El Moumni. Donc on va suivre une lycéenne qui s'appelle Alia, qui habite donc à Tanger. Alia, elle subit un peu le harcèlement, un peu beaucoup même, elle subit le harcèlement de rue. Et le truc, c'est qu'en fait, quand elle en parle à ses parents lui disent d'être plus discrète. Voilà, parce qu'évidemment, hein, bien sûr, c'est toujours de notre faute quand on est harcelé. Hein. Donc voilà, et donc, mais sauf que Alia, elle refuse cette injonction, elle n'a pas envie d'être invisible. Et donc, qui c'est qui me mute? Ah, merci Aurélie. Et oui, merci beaucoup pour ton abonnement. Et oui, c'est pour ça que tu avais des pubs. Merci beaucoup. Et donc, Alia, elle va essayer de comprendre les raisons du désir masculin. Donc, en fait, elle va se prendre en photo pour observer son corps, pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui attire les regards, etc. Et puis, bon, alors le synopsis est un peu trop complet, je trouve, enfin trop précis. Donc je pense que je vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que ça serait trop délivré de choses, d'informations.
Mais en gros, voilà, ça va être un livre sur les injonctions faites aux femmes, encore une fois, sur le couple, tout ça. Et puis, ça va être aussi un peu sur un livre sur l'exil, puisque Alia va devoir quitter Tanger pour diverses raisons liées justement aux injonctions faites aux femmes. Et voilà, sauf que en fait, elle va. Le truc, c'est que il va y avoir une relation toxique dans l'histoire. Voilà. J'en dis pas plus parce que je trouve que ça raconte trop. Mais ça a l'air. Voilà, donc c'est un livre sur le pouvoir destructeur du regard des hommes. Euh, donc voilà, on nous dit la jeune romancière marocaine explore la question du désir, de la dissociation et de l'impossible retour. Et c'est son premier roman. C'est son premier roman à Salma El Moumni, donc je suis très 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 curieuse. Il est hyper court. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop en raconter, parce que là, le synopsis, il est super long en fait. Il raconte 15 milliards de choses pour un truc qui fait 180 pages. Donc j'ai peur que ça raconte tout le roman, donc à défaut de ne pas m'être spoilé moi, j'essaye de pas vous spoiler vous, de pas vous spolier, putain, vous spoiler. Oui, de pas vous spolier non plus d'ailleurs, hein. Mais voilà. Bref, donc voilà pour celui-ci. Cette fois, on est au Maroc. Voilà, on aura visité pas mal de pays, surtout sous le prisme féministe. Putain, j'arrive plus là ce soir, j'ai du mal. Mais du coup, c'est intéressant. Allez, un truc un peu plus léger, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un thriller young adulte. All the Best Liars d'Amelia Kahani. J'aime bien la couverture. Où on va suivre, donc on va être en Californie dans un trou paumé. On va suivre 3 amis, Rain, Sydney et Brie, qui sont inséparables, mais Rain, Sydney et Brie veulent absolument fuir ce lieu où elle habite, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est très sibyllin, c'est très mystérieux, voilà, ce petit synopsis là. Voilà, mais je sais pas, je sais pas, c'est chez Albin Michel, en plus. C'est même pas une collection young adulte ou quoi, voilà, c'est chez Albin Michel. Mais j'avais regardé, hein, c'est bien, a priori, c'est bien classifié en young adulte. Du coup, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Voilà. Je suis assez curieuse. Bisous, Aurélie, bonne nuit. Ouais, on n'est pas loin de la fin là. C'est vrai que 37 sorties, c'est beaucoup. Bisous, bisous. Ouais, merci, moi aussi, ça fait plaisir. Merci d'être venu et merci encore pour ton abonnement. Voilà pour celui-ci, que j'ai très envie de lire aussi. Il y en a trop, il y en a trop. Toujours le 30 août. Alors celui-là, c'est le seul de la section que j'ai lu, mais je voulais le mettre. L'autre fille noire de Zakiya Dalila Harris. Et donc, ils ont changé le titre, pour mon plus grand plaisir, puisque le titre original de ce livre, c'était Black Girl. Or, le titre original français, je précise, c'est pas le titre original, c'est le titre français de la version grand format, c'était Black Girl. Alors que le titre original, le vrai cette fois, c'était The Other Black Girl. Donc, l'autre fille noire. Et je me rappelle, quand je vous en avais parlé, j'avais dit franchement, ce choix de titre est complètement nul. Black Girl, ça veut absolument rien dire. Et tout l'intérêt résidait dans le fait qu'il y ait une autre fille noire. Et donc, je suis très contente qu'ils aient remplacé le titre. Voilà, l'autre fille noire pour la version poche. Donc, c'est très très bien. Et moi, j'avais adoré ce thriller. J'avais adoré ce thriller psychologique sur le thème du racisme, avec une petite touche de fantastique qui fait toute la différence. Mais voilà, c'était vraiment bien. Donc, dans cette histoire, on suit Nella, qui travaille à New York encore. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à New York. Dans une prestigieuse maison d'édition, voilà. Et le truc, c'est que c'est la seule personne noire de son entreprise. Et elle en souffre un petit peu parce que, bah oui, du coup, il y a beaucoup, dans son entreprise, il y a beaucoup de racisme bienveillant, entre guillemets. Ce qu'on appelle racisme bienveillant, c'est quand
te traite quand même, quand on te fait bien remarquer ta différence, mais de façon pas trop méchante en fait, genre oh là là, heureusement que t'es là, je dis une connerie, mais heureusement que t'es là pour nous apprendre à faire du twerk parce que t'es noir, quoi. Voilà, c'est un peu le genre de truc. Bref, là c'est surtout parce que en fait elle va un peu faire un genre de sensitivity reading, quoi. Finalement, on va lui demander son avis sur des personnages noirs dans les romans qui vont être écrits par des auteurs blancs, évidemment, hein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle va donner son avis, déjà, alors soit elle va pas oser dire que c'est raciste, soit quand elle va un petit peu sous-entendre que ben quand même c'est un peu moyen comme stéréotype, on va lui dire non mais c'est bon t'abuses, tu vois du racisme partout. Donc en fait on lui demande son avis pour pas le prendre en compte, quoi. Et un jour, il va y avoir une autre femme noire qui va être engagée. Comment elle s'appelle? Hazel, voilà. Hazel. Et Hazel, elle est pas comme Nella, c'est-à-dire que elle revendique à fond ben ses origines, etc. Voilà, sa culture afro-américaine. Mais, et le truc, et donc Nella, qui elle est toujours restée assez en retrait par rapport à ça, parce qu'elle en avait marre de subir du racisme, elle va penser qu'elle a une alliée dans l'histoire. Le problème, c'est que et ça n'a pas tant une alliée que ça, et voilà, j'en dis pas plus. Et en plus, par-dessus le marché, Nella va recevoir des espèces de petits messages de menaces. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que New York, forcément, il se passe beaucoup de choses. Voilà, donc moi j'avais vraiment adoré parce que ben, j'ai trouvé que justement la thématique du racisme bienveillant et puis la thématique aussi de ce que les personnes racisées font pour bien se faire voir des personnes blanches en fait. Quitte à, euh, quitte à être raciste envers elles-mêmes aussi, quoi. C'est très intéressant, voilà, cette thématique est extrêmement intéressante. Et tout ça sous forme de thriller psychologique, donc c'était vraiment très très bien foutu. Voilà, pour celui-ci que je vous recommande fortement. Donc c'est cool qu'il sorte en poche. Ensuite, toujours le 30 août, sortira Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette Roman. Et c'est un roman fantastique français, voilà. Donc, alors c'est young adulte, j'ai oublié de le préciser, hein, a priori c'est plutôt du young adulte. Mais voilà, c'est français, c'est assez rare pour être signalé. Et puis c'est de la Dark Academia. Donc moi j'aime bien ça, la Dark Academia. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis. En fait, donc on va être dans une académie de sorcellerie. Voilà. Donc c'est bien parce que, bah oui, Harry Potter, tout ça, hein, forcément, si on aime Harry Potter, on a envie de lire ce livre. Dans une académie de sorcellerie, on va suivre Abby, dont la meilleure amie, Norine, va se volatiliser mystérieusement. Le truc, c'est que l'académie est en plein préparatif des célébrations de Samhain. Vous savez, le truc des sorcières, tout ça. Et donc, ben, tout le monde s'en cogne un peu de la disparition de Norine. Et il n'y a que Abby pour s'en préoccuper. Et donc, elle va décider de mener sa propre enquête avec quand même l'aide de certains amis. Mais le truc, c'est que en menant cette enquête, elle va découvrir des secrets enfouis entre les murs de l'école, tout ça, tout ça. Voilà, bon, classique, hein, classique, mais je sais pas. En plus, il y a des muguets sur la couverture et le muguet, c'est ma fleur, alors voilà. Ça me fait pas mal envie. Et ouais, la couverture est sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas si je l'achèterai, mais ça me fait envie. J'aime bien. Ça me fait penser à Killing November que j'avais tellement adoré que voilà. Ensuite, on passe au dernier graphique de cette liste. Il s'agit d'un manga. Je ne pouvais pas passer à côté du nouveau Junji Ito, Remina. C'était obligé que je le mette. Donc, qui sortira aux éditions Delcourt Tonkam.
Et pour une fois, enfin pour une fois, non, il y a pas que ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, on avait pas mal de recueils de nouvelles de Junji Ito, et là, non, c'est une histoire à part entière, a priori. Puisque donc on va suivre un professeur, le professeur Oguro, qui va découvrir une planète inconnue qui est apparue soudainement par un trou de verre. Il va la baptiser Remina. Remina parce que c'est le prénom de sa fille unique. Donc sa trouvaille est applaudie partout dans le monde, c'est super. Et le truc c'est que sa fille donc va devenir un peu l'idole des gens puisqu'elle porte le nom de la planète. Le truc, c'est que la planète Remina est en train, donc on va découvrir que la planète Remina est en train d'avaler les autres planètes les unes après les autres, et donc forcément la Terre va être menacée. Tout ça sous le crayon du talentueux Junji Ito avec son imagination de foufinou. Je pense que ça va être extrêmement bien, voilà. Là, je suis très hypée. Autant j'adore, alors j'adore hein, les nouvelles de Junji Ito, mais là, d'avoir une histoire complète, ça change un petit peu, quoi. Voilà, j'aime bien. Ah, j'adore Junji Ito. J'adore ça. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a encore le côté spirale, là, un peu. Hein. Il aime bien, hein. Bref, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Mais bon, celui-là, je sais qu'on va l'acheter. On a toute la collection hein, des rééditions de Junji Ito. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, je m'en lirais bien. Ce serait pas mal. Voilà. Allez, c'est l'avant-dernier. On passe au 31 août. Ouais, c'est ça, c'est l'avant-dernier. Sortira La Cité de Jade de Fondali aux éditions de Saxus. Donc, paperback, hardback. Toi-même, tu sais, là, on est sur du hardback à 27 boules. Ça y est, là, ça commence. Voilà, bah, comme l'autre, c'était pareil aussi. Hein, Ariane, il était à 27 boules. Ça commence à piquer vraiment. Bon, après, là, ça va, 640 pages. Mais quand même. Quand même. Et donc, on est sur de la fantaisie asiatique. Voilà. Ça, j'adore. Donc l'autrice est canadienne. Donc on va être donc dans un monde imaginaire, évidemment, dans la ville de Janloon, qui est la capitale de l'île de Kekon. Donc c'est une ville qui est déchirée en deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade, donc la fameuse pierre précieuse. Hein. Donc là, en plus, le jade est magique hein, dans cet univers-là. Puisqu'il permet, voilà, il permet aux guerriers qui le portent, ah oui, la pierre précieuse. Donc ça permet aux guerriers qui portent cette pierre d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Ah ouais, c'est vrai, Estelle, bah, tu m'étonnes. Et donc, on a le chef du clan, d'un des clans, qui s'appelle le clan Sensim, qui se retire du pouvoir en laissant la direction à ses petits-enfants. Et les rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Et c'est là qu'une nouvelle drogue puissante va apparaître et se propager. Et donc la tension va faire éclater, la tension entre les deux clans va faire éclater une violence sans précédent. Voilà, donc c'est très politique, hein. Très politique. Moi j'adore ça. Honnêtement, je crois que c'est quand j'ai vu le truc, voilà, jeu politique, trahison, argent et pouvoir, que ça m'a déjà, moi, fantaisie asiatique, j'aime beaucoup. Mais en voyant ça, ça m'a conforté dans l'idée que il y a moyen que je l'achète. En plus, une belle couverture verte. Voilà. Là, voilà. Ouais. Totalement pour moi. Ouais, il est classe, hein. On va l'acheter. Tu me l'achètes ou pas? Bon, ça sort que le 31 août, on a le temps encore. On a le temps. Mais voilà. Donc ça, c'était l'avant-dernier qui sortira chez De Saxus. Et le der des der, last but not least. Il s'agit de Sous les strates de Louève et je suis très contente et fière, entre guillemets, hein, de le présenter puisque l'autrice, je la connais très bien, puisque c'était une élève à l'époque où, je vous en avais déjà parlé dans un live, hein, qu'elle allait écrire un livre et tout, à l'époque où je travaillais dans un collège.
C'était une élève qui était extrêmement intelligente et gentille et belle, élève parfaite quoi, qui était en fait une Vietnamienne adoptée par des Français, des Blancs. Et il se trouve que sa mère adoptive donc était prof aussi donc dans ce collège, prof de français et extrêmement gentille hein, d'ailleurs. Et donc j'avais rencontré les deux parents, et on avait discuté pas mal justement de tout ça quoi. Donc donc Lou, elle était pas, elle avait une sœur aussi donc Léa, donc une grande sœur voilà. Donc ils avaient adopté deux filles, les deux étaient au collège, c'était rigolo. Et Lou, bah voilà, je m'entendais très très bien avec elle. Et quelques années plus tard, en fait, après que j'ai quitté le collège, et elle aussi d'ailleurs, on avait gardé contact sur les réseaux sociaux et je postais beaucoup de choses. J'étais pas encore dans ma phase extrêmement féministe et tout ça, mais je postais beaucoup de choses sur le racisme notamment, voilà. Et en fait, elle me disait, ah, merci pour ce que tu dis et tout ça, voilà, je suis trop d'accord avec toi. Enfin voilà, à chaque fois, elle venait me faire des petits commentaires comme ça, mais ça me faisait très plaisir. Et j'allais dire, l'élève a dépassé le maître, non, parce que je suis pas maître, surtout que moi je suis pas concernée par le racisme. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que elle, de son côté, elle a monté un peu son petit truc. En fait, elle a créé un compte Instagram qui s'appelle La Charge Raciale. Et ben, elle a plus de 30 000 abonnés. Voilà. Donc moi, à côté, c'est sûr que voilà. Bon, après, voilà, c'est pas le même parcours, mais et surtout que voilà, c'est deux choses complètement différentes. Mais du coup, voilà, ben, elle a bien fait son truc. Et maintenant, ben, elle a écrit un livre. Voilà, et qui est publié aux éditions Les Escales, donc c'est pas rien. Je suis très très fière, voilà, très très fière ben, de voir son parcours et du coup, bah forcément, je l'achèterai dans l'espoir de me le faire dédicacer. Malheureusement, elle est plus sur Montpellier maintenant, elle est à Paris, mais bon, un jour peut-être. Voilà. Et donc dans cette histoire, on va suivre. Alors, il y a un côté un peu autobiographique, on va pas se mentir, hein, puisque on va suivre Ligne, qui est une jeune fille adoptée, qui a été adoptée au Vietnam par des parents français. Voilà, donc elle raconte un petit peu son histoire quand même. Sauf que Ligne, elle a pas un papa et une maman, j'allais dire, elle a deux mamans. Voilà, donc il y a aussi le côté. Mais c'est normal parce que Lou, je sais elle est lesbienne, bi ou lesbienne, je sais plus. Il me semble qu'elle est lesbienne. Mais du coup, c'est normal qu'elle parle aussi un peu de tout ça. Et voilà, donc elle va raconter l'histoire de Lynn et de ses deux mères, Françoise et Mine. Donc il y en a une visiblement qui doit être d'origine vietnamienne, je pense. Ah non, attends, de ses deux mères et de la sienne. C'est pas très clair en vrai. Est-ce que c'est deux mères qui sont ensemble ou est-ce que c'est sa mère adoptive? Mais pourquoi elle dit ses deux mères et de la sienne? Bon, je ne sais pas. Je vais pas tirer de plan sur la comète et présumer de ce qui se passe. En tout cas, elle parle un peu de son histoire. Désolée Lou si tu m'écoutes, je pense pas que tu m'écoutes, mais désolée si je raconte mal. Mais voilà. Et donc, en fait, c'est voilà, le sujet du livre, c'est comment se construire lorsque, ben oui, on est une enfant vietnamienne qui vit au sein d'une famille blanche. Voilà. Donc, je pense que Min, ça doit être sa vraie mère, je suppose, dans l'histoire. Ça ne serait pas logique sinon. Et on nous dit que c'est un roman choral. Donc, du coup, oui, je pense qu'il va y avoir, à mon avis, donc si je comprends bien, il va y avoir donc la narration de Ligne, il va y avoir la narration de sa mère adoptive et la narration de sa mère réelle, biologique. Et du coup, il y a une troisième mère, je sais pas, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Bref, je sais pas comprendre. Ça a l'air trop cool, voilà. Ça a l'air trop bien. Et en plus, oui, voilà, on nous dit Sous les strates raconte la trajectoire d'une femme racisée et lesbienne. Oui, donc voilà. C'est sa propre histoire en fait. C'est sa propre histoire qu'elle raconte, mais sous
sous un autre personnage. C'est super intéressant et j'ai trop hâte de le lire parce que bah voilà, je connais déjà un petit peu son histoire, mais c'est pas pareil. Là, elle va, je pense, un peu plus se confier et voilà, ça a l'air trop cool. Et voilà, c'était le dernier de la sélection. Du coup, je reviens par ici pour dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue parce que, ben oui, 37 sorties, ça sera mieux, ça ira mieux le mois prochain. Encore que c'est encore la rentrée littéraire, hein, donc il va y avoir peut-être un petit live sortie poche et un gros live sortie grand format, je ne sais pas. Mais voilà. Ouais, plein de belles sorties en perspective et je sais, et le portefeuille va prendre cher aussi, hein, on va pas se mentir, parce que là, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais bon. Allez, merci YouTube. La prochaine vidéo, ce sera, je pense, un bilan lecture. Ouais, il y aura le bilan lecture slash bilan lisons l'Asie, en fait. Je vais faire les deux en même temps. Ouais, j'essaye d'optimiser les lives, les temps de live. Allez, sur ce, à bientôt YouTube dans une prochaine vidéo. Miaou.